Merci pour les mémos. Ok. Donc, je voudrais commencer par vous préciser que même s'il y a des bons réflexes et des bonnes pratiques en termes de gestion de l'eau, il n'y aura pas de solution miraculeuse. Donc, on a pensé ce webinaire, comme le disait Béatrice, comme une réponse immédiate à la situation d'urgence qui arrive avec l'été. Donc, pour essayer de vous donner des clés pour y faire face, en vous partageant des conseils pratiques et avec les témoignages d'Alexandre Lacombe sur les actions qui sont mises en place sur le Festival Bel Air, et de David Earle qui va reprendre un peu les enjeux liés à l'eau et évoquer le travail qui a été entamé en Nouvelle-Aquitaine à ce sujet. Voilà. Donc, notre consommation d'eau, elle a fortement augmenté depuis la fin du 18e. On consomme aujourd'hui environ 150 litres d'eau en moyenne contre 15 litres à la fin du 18e. C'est lié à l'arrivée de l'eau courante dans les habitations. Et comme constat, on remarque que ces dernières années ont été marquées par des périodes de sécheresse et de pression croissante sur la ressource en eau. Les nappes phréatiques en particulier ne se rechargent pas suffisamment. Et l'Occitanie, c'est l'une des régions qui sont les plus touchées par ces phénomènes de sécheresse. Comme vous le savez, les préfectures elles peuvent prendre des mesures exceptionnelles de limitation, voire de suspension des usages de l'eau dans certaines zones, avec plusieurs niveaux de gravité. Et l'été dernier, c'est 88 départements qui ont fait l'objet de mesures de restriction d'eau. Donc l'eau, c'est devenu un enjeu majeur. Et c'est un risque les pénuries d'eau, c'est un risque qui pèse sur l'organisation d'événements culturels ou sportifs. L'annulation, l'interdiction de ces événements, c'est une réponse qui semble possible devant l'urgence, la gravité de la situation. Ça a pu être le cas durant les périodes de canicule en 2022. On se souvient du festival Free Music en Charente-Maritime, où il y a eu des annulations en Gironde, par exemple le Ciao Festival, ou alors les festivités du 14 juillet à cause des risques d'incendie en PACA et en Occitanie. Donc, c'est une question d'adaptation et de résilience pour les événements face au risque de se retrouver dans des situations de conflit d'usage. On voulait rapidement vous parler d'un outil qui s'appelle ProPluvia, qui est créé par le ministère de la Transition écologique et qui permet d'avoir assez rapidement un aperçu du niveau de criticité des restrictions qui s'appliquent sur son territoire. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat. Si j'y arrive. Voilà, donc vous pouvez y accéder librement et avoir une idée de ce qui se passe sur votre territoire. C'est mis à jour régulièrement. Voilà. Un petit mot sur la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, qui a quelques incidences sur la question de l'eau, notamment l'interdiction de la distribution gratuite de bouteilles d'eau en plastique dans les ERP, dans les établissements recevant du public, et les locaux à usage professionnel. Il se pose encore la question de est-ce que ça s'applique au festival ou non, mais on peut imaginer que un festival recevant du public soit soumis à cette même interdiction, en tout cas à des contraintes de ce type. Et il y a également l'annulation des clauses contractuelles qui imposent l'utilisation de la fourniture de bouteilles en plastique. Donc, si vous aviez un partenaire qui vous imposait de distribuer des bouteilles d'eau ou de vous fournir des bouteilles d'eau en plastique, voilà, ces clauses-là sont annulées, elles ne sont plus valables. La loi AGEC autorise aussi de nouveaux usages des eaux usées, notamment pour le nettoyage de la voirie ou l'irrigation agricole. C'est ce qu'on appelle la réut, donc réutilisation des eaux usées traitées. On récupère les eaux traitées par les stations d'épuration plutôt que de les rejeter directement dans les milieux naturels. On leur fait subir quelques traitements pour les réutiliser directement. Donc, un décret d'application de cette loi autorise des nouveaux usages et donc ouvre la loi à de nouvelles pratiques qui sont assez encadrées. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir aller vers plus de sobriété et éviter l'effet rebond que peut avoir cette réutilisation des eaux usées.
et l'illusion d'avoir une ressource d'eau supplémentaire qui générerait de nouveaux usages. Voilà, je vais laisser la parole à Béatrice qui va présenter un peu le travail qu'on a mené autour d'une fiche pratique pour une meilleure gestion de l'eau sur les festivals. Merci. Donc effectivement, on a écrit cette fiche pratique, comme je vous le disais, de façon assez rapide. Donc elle sera téléchargeable depuis notre site internet, mais elle permet d'avoir déjà quelques premiers éléments sur comment réduire sa consommation d'eau, enfin comment réduire la consommation des événements, des festivals en particulier. Bien sûr, le premier poste auquel on pense tous, c'est les toilettes. Et c'est important de se le redire que c'est un poste sur lequel on peut vraiment économiser l'eau. Sur les autres postes, les usages de l'eau, on va en reparler tout au long de ce webinaire, mais ça va être difficile de supprimer complètement l'eau qu'on utilise pour faire la cuisine, l'eau qu'on utilise pour la vaisselle, l'eau à boire, bien sûr. Voilà. Ce poste-là, on peut entièrement supprimer la consommation d'eau avec l'utilisation de toilettes sèches. Donc, voilà, juste se redire qu'une chasse d'eau, c'est entre 6 et 10 litres. Et en moyenne, donc Marion disait, il y a 150 litres d'utilisés par personne et par jour dans nos maisons, et dont 30 litres qui sont utilisés rien que pour les chasses d'eau. Donc, ce qui fait que pour un festival de 1000 personnes par jour, on peut économiser entre 15 et 30 000 litres d'eau rien qu'avec des toilettes sèches. Bien sûr, vous le savez tous, la difficulté des toilettes sèches, c'est déjà leur coût, parce que souvent, c'est un coût plus important, notamment parce qu'il y a besoin d'une gestion humaine pour les toilettes sèches. Donc, les festivals qui se sont emparés vraiment de cette question, il y en a plein qui… Alors, il y a deux possibilités, faire appel à un prestataire externe ou alors internaliser cette activité. Il y a des festivals qui ont construit leurs propres toilettes sèches, qui ont des bénévoles qui les gèrent et voire même qui mutualisent ensuite leurs toilettes sèches, qui les prêtent ou qui les louent au festival autour. Je pense au festival Écosystème et je crois que le festival Bel Air a aussi mis en place cette pratique-là. Voilà, il y a la possibilité aussi d'installer des urinoirs où il n'y a même pas besoin de sciure et du coup, le traitement ensuite le traitement des urines va être différent du traitement des litières des toilettes sèches, mais il y a plusieurs types de toilettes sèches aussi et c'est intéressant de pouvoir se pencher sur étudier en fait quelles sont les possibilités de pouvoir mettre ça en place sur son événement. Ici, on a mis la carte des membres du réseau de l'assainissement écologique. Alors, il y a différents types de membres là-dessus, mais toutes les petites aiguilles bleu foncé, c'est des prestataires de toilettes sèches qui louent des toilettes sèches. Et du coup, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui existe sur votre territoire. On voit qu'il y a quand même un manque de prestataires de toilettes sèches. Donc, on se dit que si en 2023 et en 2024, tous les événements voulaient passer aux toilettes sèches, ça ne serait pas possible parce qu'il n'y a pas assez de cabines en Occitanie. On voit bien qu'il manque quand même pas mal d'aiguilles, qu'il y a des territoires pas très couverts. Du coup, c'est aussi un enjeu pour les pouvoirs publics de pouvoir faciliter la création de prestataires et d'une vraie filière un peu toilettes sèches sur le territoire. Pour la suite, voilà. C'est la mise en place de matériel hydroéconome. Donc, par exemple, si vous installez des rampes à eau pour que les festivaliers puissent remplir leurs gourdes, ça va être de pouvoir mettre en place des robinets qui sont temporisés, donc c'est des boutons poussoirs, et réfléchir au temps où on va laisser l'eau couler. Est-ce que c'est 15 secondes? Est-ce que c'est 30 secondes? Voilà. Un robinet classique, ça laisse passer 12 litres d'eau par minute, ce qui est déjà beaucoup. On pourrait remplir 12 gourdes de 1 litre avec 1 minute si le bouton poussoir fait 1 minute, quoi. Donc, c'est aussi la question d'installer des mousseurs sur les robinets. Les mousseurs, c'est des tout petits dispositifs qui s'achètent dans des magasins de bricolage ou quoi et qu'on peut visser en fait sur le bout des robinets. Et ça permet de réduire considérablement la quantité d'eau qui s'écoule par minute parce que ça ajoute de l'air dans le débit du robinet. Donc, on passe sur des débits de 5 à 8 litres au lieu des 12 litres une fois qu'on a installé ces mousseurs. Bien sûr, c'est plus facile à faire quand on a des installations fixes. Voilà. Et
c'est aussi sur la question des toilettes sèches, c'est ça que je voulais dire, c'est que forcément, beaucoup de festivals ont lieu dans des salles ou dans des lieux fixes et du coup ne peuvent pas, ne vont pas forcément rajouter des toilettes, mais c'est un enjeu important de se poser cette question, est-ce qu'on rajoute quand même des toilettes pour économiser l'eau ou pas? Ensuite, une des bonnes pratiques aussi, c'est de pouvoir suivre la consommation d'eau. Alors ça, forcément, ça ne fait pas économiser de l'eau en direct, mais on sait que la question, elle s'est posée en 2022, elle se pose de nouveau en 2023, et on pense bien que ça va pas être que la crise de l'eau, c'est une crise qui va avoir lieu vraiment sur le long terme. C'est important donc de pouvoir relever son compteur pour avoir un suivi d'année en année, et puis pour pouvoir se positionner aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Un festival comme le Cabaret Vert a fait ce travail-là de pouvoir relever ses compteurs et ils en sont arrivés, donc je ne sais pas si David en reparlera, mais à une mesure de à peu près 10 litres d'eau par festivalier quand il n'y a pas de camping et de douche du coup là-dessus. 10 litres d'eau par jour et par festivalier, c'est à mettre aussi au regard des 150 litres qui sont utilisés par personne dans nos maisons. Donc, on voit qu'un festival qui met en œuvre des pratiques d'économie d'eau peut réduire vraiment drastiquement la consommation. C'est aussi parce que sur un festival, quand on se douche, c'est pas pareil qu'à la maison. Il y a souvent moins de consommation d'eau, un débit plus faible, donc on va moins consommer. Mais il y a vraiment des bonnes pratiques à mettre en place qui peuvent arriver à ce seuil de 10 litres d'eau par festivalier. Si vous arrivez à mesurer votre consommation, ça va vous permettre aussi de vous situer un peu par rapport à ce seuil. Ça peut aller jusqu'à 20 à 30 litres quand on a un camping qui est installé. Mais voilà, donc vous situez et puis faire un suivi d'année en année en voyant qu'est-ce que vous allez réussir à économiser, à réduire. L'idéal, ça serait aussi de pouvoir faire le suivi par poste, si vous avez différents compteurs, de voir sur la partie qui arrive au catering, qu'est-ce qui est consommé, et sur la partie qui arrive peut-être sur les douches du camping, qu'est-ce qui va être consommé pour pouvoir avoir une idée plus précise un peu de la consommation d'eau sur l'événement. Une autre bonne pratique, c'est de pouvoir vraiment surveiller très régulièrement le réseau pour détecter les fuites. Et bien sûr, du coup, d'avoir une équipe de plombiers ou des personnes qui vont pouvoir réparer directement les fuites, parce qu'on sait que c'est une source de gaspillage très importante. Ça serait aussi de sensibiliser vraiment toute l'équipe, tous les bénévoles pour repérer un peu ces fuites et pouvoir transmettre l'information et pour qu'il y ait des gens qui viennent intervenir très rapidement en cas de besoin. Voilà, sur la suite, on pense que mettre aussi une signalétique pour sensibiliser les différentes personnes qui sont sur le festival. Donc, une sensibilisation qui va être différente dans la zone de catering, là où sera préparé tous les repas. Peut-être une sensibilisation dans les toilettes sèches aussi, c'est important pour pouvoir dire aux gens quelle est l'économie d'eau qui est réalisée grâce aux toilettes sèches. Une signalétique aussi aux différents endroits où il y a des robinets pour pouvoir encourager toujours les gens à avoir une utilisation vraiment modérée, éviter d'utiliser je sais pas, 30 secondes d'eau qui coule juste pour mouiller une casquette, se dire qu'on prépare vraiment tous ces différents contenants à remplir et à mouiller avant d'appuyer sur le bouton poussoir. Parce qu'on sait que du coup, il y a de l'eau qui continue à couler en fait pendant longtemps et on peut rien y faire. Donc, en ayant une signalétique aussi bien adaptée, ça peut permettre de réduire les gaspillages. Et ensuite, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a pas mal de maladaptations aussi qu'on peut voir en pratique sur les festivals. Souvent, ça va être partant de canicule aussi, où on se dit il faut distribuer des bouteilles d'eau parce qu'il va falloir absolument que les gens s'hydratent sur l'événement. Alors ça, c'est vrai, il faut que les gens s'hydratent. C'est un des usages importants qu'on ne va pas pouvoir réduire. Mais quelle est la pratique qu'on va mettre en place derrière pour remplir cet usage? Il faut faire attention à ça. Pareil, en cas de canicule, on pense qu'il va falloir arroser son public. Et on a vu pas mal d'installations de brumisateurs sur les zones publiques, voire carrément un arrosage du public.
Et pour tout ça, on se dit que c'est de l'eau qui va être gaspillée et qu'il y a d'autres façons de s'adapter à la canicule et de proposer des solutions aux festivaliers, comme par exemple mettre en place des vraies zones de fraîcheur, réfléchir à est-ce que notre site permet de se mettre à l'ombre, idéalement à l'ombre d'un arbre plutôt qu'à l'ombre simplement d'un barnum ou d'un toit parce qu'il va y faire plus frais. Euh, et voilà, de donner à boire aux gens plutôt que de proposer des brumisateurs qui vont marcher en permanence et alors que les gens ne vont pas passer dessous en permanence et qui vont, voilà. Sur les brumisateurs, il y a aussi un risque qui est lié à l'hygiène et à l'eau qui peut être stockée. Donc, il y a des normes qui existent là-dessus, il y a des décrets pour l'utilisation de ces brumisateurs collectifs. Voilà. Et on pense qu'il y a voilà, d'autres façons de faire qui vont permettre aussi de s'adapter aux économies d'eau nécessaires à faire. Un autre enjeu en fait, qu'on a identifié, c'est aussi de pouvoir préserver la qualité de l'eau. Donc, non seulement il va falloir économiser, bien sûr, la quantité d'eau qui va être utilisée, mais préserver la qualité de l'eau, par exemple, en choisissant des produits respectueux de l'environnement, qui vont être donc des produits avec l'écolabel, cette petite fleur-là qu'on retrouve sur les produits qui sont que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour le nettoyage des sols, des surfaces. Voilà, là-dessus aussi, ça peut être inciter les festivaliers à utiliser des produits respectueux de l'environnement dans les douches, parce que donc c'est quand même une quantité non négligeable d'eau qui va retourner dans les réseaux de collecte et de traitement. Et là-dessus, je pense que Alexandre de Belair aussi nous dira qu'est-ce que eux ils proposent aux festivaliers sur leur site pour répondre à cette question. Et bien sûr, la collecte des eaux usées, s'assurer qu'elle est vraiment rejetée dans le réseau d'assainissement collectif. Ça, c'est pas toujours simple. Nous, on le voit, par exemple, à Élémentaire, on installe des petites installations éphémères pour pouvoir rincer la vaisselle quand on installe un système de vaisselle réutilisable sur les événements. On doit souvent rincer la vaisselle et donc des fois on remplit des bacs et on sait que sur festival, souvent la vaisselle des gobelets et des assiettes, tout ça, elle va être faite dans des bacs. Mais où est-ce qu'on va vider ces bacs? Des fois, on fait un peu au plus simple. Ça peut être au pied d'un arbre, ça peut être dans un égout. Où tout ça, en fait, on sait que les produits ils vont pas être traités quand on le reverse directement. Parce que quand on le verse dans un égout direct, c'est dans le réseau des eaux de pluie, des eaux pluviales, et pas dans le réseau des eaux usées qui sont, elles, traitées et envoyées vers les stations d'épuration. Donc, c'est un enjeu aussi de vraiment faire en sorte que toute l'eau qui est utilisée et toutes les eaux soient envoyées vers le réseau de traitement d'eau pour que ça arrive à la station d'épuration avant d'être rejeté dans la nature. Voilà, je crois, les quelques premières pratiques dont on voulait parler. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir échanger ensuite, vous, quelles sont vos bonnes pratiques, et puis qu'on ait donc les retours d'expérience de Belair notamment. La fiche pratique, elle sera donc accessible depuis notre site Internet dans la partie ressources et dans la partie autres ressources en ligne. On a une thématique qui s'appelle eau, ou eau et électricité peut-être, je ne sais plus exactement. Je l'ai aussi partagé dans le chat, le lien. Voilà. Et vous pouvez retrouver aussi une fiche réalisée par le COFIS sur son site et des ressources sur l'eau et les toilettes sèches sur le site du collectif des festivals en Bretagne. Voilà, donc je vous incite à aller voir toutes ces ressources. Simplement évoquer quelques exemples qui sont inspirants, notamment le Boom Festival au Portugal, donc un territoire très concerné par la sécheresse, qui limite les horaires d'accès à ces douches. Donc, c'est limité de 6h à midi et de 18h à 22h pour qu'au plus chaud de la journée, les douches ne soient pas utilisées et réduire la consommation d'eau par les douches. Ils font aussi une très grande campagne de sensibilisation auprès de ces festivaliers pour inciter à économiser l'eau et à prêter attention à l'eau du lac, puisqu'ils sont situés en bordure d'un lac. Ils interdisent l'utilisation de produits d'hygiène et de crème solaire dans le cas de baignade dans le lac. Il y a aussi le festival Paradise City en Belgique qui a carrément installé une station d'épuration sur son camping.
Donc, ils traitent les eaux usées des douches directement sur place avant de les évacuer. Mais ils sont propriétaires de leur terrain, donc ça facilite probablement ces démarches. Ils ont aussi un système de surveillance des fuites qui est assez poussé, avec la possibilité de fermer certains tuyaux d'alimentation sans que ça coupe l'eau de façon générale, tout le circuit d'eau. Voilà, donc ils ont mis ça en place. C'est une jauge de 10 à 15 000 festivaliers à peu près. Et ça a été évoqué par Béatrice, mais le Cabaret Vert, donc, qui a mesuré sa consommation d'eau en mettant des actions en place de façon active, qui est arrivé environ à 10 litres par festivalier par jour. Voilà, je vais laisser la parole à Alex qui va nous parler de Bel Air. Merci. Bonjour à toutes et à tous, du coup. Merci de pouvoir nous donner à Bel Air l'occasion de parler un peu de nos pratiques. Aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de comment on gère l'eau sur notre festival. Pour vous expliquer rapidement, Bel Air Festival, c'est un festival dans le sud de Toulouse, dans l'Haute-Garonne. On travaille cette année sur la 7e édition. Et depuis le début, on a pour objectif de quand même travailler sur les problématiques de la plupart de tous les événements qui sont la mobilité ou les énergies. On travaille aussi beaucoup avec des matériaux de récupération. On a la chance de pouvoir travailler sur le lieu à l'année, étant donné que j'y vis. Et ça facilite beaucoup de choses, comme vous avez pu le dire dans votre présentation, sur les aspects techniques, du moins, ou les installations pérennes, ça facilite pas mal de choses qui peuvent être installées et du coup utiles pour économiser un maximum d'eau. Pour vous expliquer, en gros, à Saint-Araï, donc c'est le village où il y a le lieu du festival, nous avons l'eau courante, comme partout maintenant, et c'est l'eau de la Barousse, du coup, qui est une très bonne eau, pas très chère. Donc, pour vous dire, toutes ces pratiques qu'on fait, ce n'est pas du tout dans un but financier. Alors, les pratiques que je vous expliquais justement, ça serait de récupérer les eaux de pluie. Comme vous voyez sur cette carte, à Saint-Araï, du coup, à peu près sud-ouest de la Haute-Garonne, limitrophe avec le Gers, tombe à peu près par an entre 600 et 700 mm d'eau. Donc, cette eau, on travaille depuis quelques années à la capter et pouvoir l'utiliser pour plusieurs pratiques, notamment pour nos douches sur le camping, mais aussi sur tout l'aspect montage du festival où ça peut servir à du rinçage ou même aussi de l'arrosage sur le jardin. On a un petit jardin qui nous permet de faire quelques petits produits pour notre catering. Et donc arroser à l'eau de pluie. L'idée est donc de limiter au maximum la consommation d'eau courante, qui se fait de plus en plus rare. Et en plus de ça, c'est dommage parce que, comme je vous dis, l'eau de la Barousse, elle est très bonne. C'est dommage de la mettre par terre. Pour vous donner une petite idée, on a rénové une partie de la toiture de la ferme, donc où se passe le festival. On a rénové 250 mètres carrés en fin de cette année-là. Ça s'est fini en début de cette année. Ça s'ajoute à 250 mètres carrés qui étaient déjà assez corrects. L'avantage, c'est que c'est du coup un nouveau toit assez sain. Alors, c'est juste avec des tuiles canal qui ont été juste dépoussiérées, démoussées, et on a remis des tuiles dessous les courants neuves. Donc, c'est de l'eau qui va s'écouler, qui ne sera pas polluée par le temps ou par des produits anti-mousse ou choses comme ça. Donc, c'est 500 mètres carrés qu'on a de toiture. Si on part sur le principe qu'on a 700 millimètres qui tombent à l'année, il faut s'imaginer en gros une parcelle d'1 mètre carré, ça fait 70 cm qui tombent sur l'année. Si on a ces 500 mètres carrés de toiture, fois ces 70 cm, ça nous amène à 350 mètres cubes qui peuvent être récoltés sur toute une année. Alors 350 mètres cubes, c'est beaucoup. En termes de stockage, moi, je n'ai pas la capacité de stocker 350 mètres cubes à l'année. Pour l'instant, on a 2 cuves, donc ça représente juste 2 mètres cubes. Ce n'est pas énorme. On travaille à augmenter nos capacités de stockage, par des petites techniques
provisoire avec des baignoires en bout de toiture, étant donné que toutes les toitures ne sont pas encore équipées de gouttières et de descente. C'est des matériaux qui coûtent quand même assez cher, mais on travaille dans le bon sens. Donc actuellement, on a ces 2 cuves-là. Une que nous avons achetée donc il y a 3 ans, donc c'était avant le Covid. C'était pas tout à fait la même, ça n'avait pas tout à fait la même valeur. Pour vous donner une petite pratique ou même quelque chose qui peut vous venir en tête, pour cet achat, on avait j'avais contacté un agriculteur qui fait donc des achats groupés pour plusieurs agriculteurs qui, eux, ont besoin de ces cuves-là pour stocker des fluides hydrauliques, huile de moteur, choses comme ça. Et du coup, sur le semis qu'ils avaient reçu, j'avais pu réserver une petite cuve pour nous, pour le Bel Air, qui nous était revenu à 80 € TTC. Donc, c'est quasiment moitié prix que ce que vous pouvez trouver en grande surface aujourd'hui. Et ça monte encore de plus en plus parce que les gens se mettent de plus en plus à récolter les eaux de pluie pour leur usage personnel. Et je trouve ça assez intéressant. Du coup, nous, cette année à Bel Air, ce qu'on a souhaité essayer de mettre en place, c'est de pouvoir alimenter juste notre partie de douche au camping avec de l'eau de pluie. Alors, on voit sur ce petit schéma, l'idée, c'est de créer donc une douche avec 4 cases. C'est avec de l'échafaudage multidirectionnel. Donc, c'est une installation provisoire. Ce n'est pas en dur à l'année, c'est juste là pendant quelques semaines. Et l'idée est donc de poser une cuve remplie d'eau de pluie sur la toiture avec le poids propre de l'eau. Ça permet de créer de la pression et donc les festivaliers et festivalières peuvent se doucher avec de l'eau de pluie. La problématique, c'est qu'avec 1000 litres d'eau pour le Bel Air Festival, on reçoit à peu près entre 2000 et 3000 personnes sur 3 jours. Ça représente à peu près 1200 campeurs et campeuses sur 3 jours. Donc, évidemment, 1000 litres, ça ne suffit absolument pas. L'idée est donc de commencer avec ces 1000 litres d'eau de pluie et qui seront ensuite, la cuve sera ensuite remplie par un système de flotteurs avec de l'eau courante. Donc, on ne peut pas encore actuellement faire 100% d'eau de pluie parce que techniquement, ça serait très compliqué. Déjà, financièrement, comme je vous ai dit, l'achat de cuve, voilà, ça a un coût. Mais aussi sur l'aspect technique. Je ne peux pas faire une tour de une quinzaine de cuves d'1 mètre cube sur ça parce que ça ferait du poids, ça serait dangereux et même, je pense que je n'en aurais pas le droit, tout simplement. Donc voilà, c'est juste un début d'alternative. Pour vous donner une idée, vous avez parlé en début d'entretien qu'il y avait des festivals qui mesuraient leur eau. Je trouve ça très intéressant. Nous, malheureusement, on n'a pas eu ce réflexe-là sur les 6 éditions précédentes. Pour le Bel Air Festival, je parle. Sauf qu'avec l'association, on organise quand même d'autres événements. Et j'ai pu avoir la chance de relever donc, une année sur le Sensitive Festival qui se passe à Gaillac, sur 3 jours de festival, donc même configuration que le Bel Air à peu près, avec une capacité beaucoup plus légère, donc qui était de 600 festivaliers, festivalières, et à peu près la moitié en campeurs, campeuses, 300 personnes. Et donc, c'était le même système de douche qu'on avait installé avec des échafaudages, sauf que la cuve n'était pas sur le toit, mais sur un peu plus loin, à peu près une quarantaine de mètres de l'installation, non loin d'un puits. Donc, on avait mis ça sur une ramorque, on l'avait mis en hauteur pour créer de la pression avec plusieurs palettes. Et donc, sur les 3 jours, pour alimenter 4 pommeaux de douche pour 300 campeurs, on avait employé 4 cuves, donc 4000 litres d'eau. C'est très peu par rapport aux consommations moyennes. Alors, ça s'explique par l'aspect technique des choses où l'eau de pluie, c'est quand même très frais et on a tendance à ne pas y passer un quart d'heure sur la douche. Et aussi par le fait que c'était quand même assez loin, il y avait peu de pression, comme dans beaucoup de festivals. C'est très rare de trouver énormément de pression parce que c'est souvent raccordé soit au réseau courant d'eau, ou et si c'est par de la cuve, avec plus il y a de pommeaux, moins il y aura de pression. Donc voilà, peu de pression, de l'eau fraîche. Automatiquement, en moyenne, les festivaliers et festivalières ont utilisé à peu près 14 litres d'eau par personne sur les 3 jours, ce qui est peu. Donc voilà, il faut des fois se dire est-ce que vraiment le confort de la pression est très important ou pas, ou est-ce que ça peut quand même
au final, arranger la consommation d'eau et bien, un filet d'eau, on peut quand même au final se nettoyer et se mouiller et se rafraîchir, et plutôt que viser parfois installer des pompes de relevage et donc apporter vraiment de la pression et donc de la surconsommation d'eau. Voilà, c'est des installations sur 3 jours. Moi, je pense que ça peut, voilà, on peut jouer avec ça et sans avoir forcément un service moindre pour nos festivaliers et festivalières. Allez, on a une question de Véronique du COFIS. Ouais, bien Elle sûr. demande comment est-ce que vous gérez les questions d'hygiène sur les douches à partir d'eau de pluie collectée. Alors, l'eau de pluie est donc collectée en amont du festival, très peu de jours avant, donc l'eau n'a pas le temps de verdir ou de pourrir. Ce n'est pas de l'eau qui est dans une cuve depuis plusieurs mois. La cuve est nettoyée avant automatiquement et en gros, c'est sur une pluie qui précède les 10 jours du festival qui est installée sur ça. Autre chose, on rajoute dedans aussi des charbons, en fait, tout simplement, qui filtrent un petit peu l'eau. Alors, on n'en met pas une quantité suffisante, je pense, par rapport aux 1000 litres d'eau, mais ça reste, comme je vous ai dit, récolté sur un toit sain. L'eau n'a pas le temps de croupir 1 mois ou 2 mois avant l'installation. Et de toute façon, elle n'est pas exposée énormément de temps sur l'échafaudage parce que les 1000 litres d'eau seront consommés assez rapidement. Pour vous donner une idée, on va proportionnellement à ce que je vous expliquais avec le Sensitive Festival, au Bel Air, on a donc à peu près la même installation et on devrait avoir à peu près 14 cuves de ce genre-là, donc 14 000 litres d'eau utilisés pour 1200 festivaliers et festivalières sur le week-end du Bel Air. Donc sanitairement, je pense qu'il faudrait faire des tests officiellement, de voir la qualité d'eau de pluie, mais d'instinct, je sais très bien que l'eau est très bonne. Voilà pour répondre. Sur la partie des savons, alors, vous en avez parlé pareil pour la présentation. L'idée est que ce n'est pas magique. L'eau, une fois qu'on l'utilise, elle ne part pas dans une petite boîte magique. Il faut avoir conscience de comment on est en train de polluer notre eau. L'idée, c'est qu'avec Bel Air, on fabrique des savons nous-mêmes. Alors, la recette est très simple. C'est de la matière grasse. Donc, on utilise de l'huile de tournesol. On aime beaucoup les tournesols à Bel Air au point de les mettre dans les savons. On se sert l'huile de tournesol chez un agriculteur qui est juste à côté au village. Et on a la chance qu'il presse lui-même. Enfin, il ne presse pas lui-même, mais il apporte ses céréales de tournesol, fait presser et donc fait de l'huile de tournesol, qui est à peu près à 6 € le litre. Donc, matière grasse, soude caustique et de l'eau. Il y a à peu près 4 semaines de soporification. Et derrière, on arrive à avoir des petits savons comme on peut voir sur la photo. L'idée de créer ces savons, alors il y a plusieurs objectifs. Déjà, c'est qu'on se sensibilise nous-mêmes dans l'équipe à faire ça nous-mêmes. Et pour la plupart, même moi personnellement, il y a 3 ans, je ne savais pas faire de savon du tout. Je ne savais même pas comment on faisait. Aujourd'hui, on sait le faire. Et derrière, l'idée est de les distribuer à nos festivaliers et festivalières à l'entrée du camping. Donc, en fait, quand le festivalier, la festivalière rentre dans notre camping, il a son petit kit avec un petit livret de bonnes actions, de comment on veut gérer la récolte de nos déchets, et aussi avec un petit savon, en lui disant, bon, mais voilà, l'idée, c'est qu'on a mis des douches en place, on n'a pas de système de récolte d'eau pour nos douches, donc elles s'évacuent directement dans nos nappes phréatiques, dans la nature, quoi. Et l'idée, c'est qu'on ne pollue pas cette eau qu'on met à disposition et qu'on rejette dans le sol. Ça serait donc polluer notre sol. Le festivalier, la festivalière jouent le jeu. Ils ont un petit savon, floqué Bel Air. Ça sent bon, honnêtement. Et en plus de ça, on le sensibilise dans le fait qu'on lui montre que nous, bande de jeunes bénévoles, on est capable de créer des savons. Donc toi aussi, festivalier, festivalière, tu es peut-être capable de créer des savons en rentrant chez toi et donc ne pas polluer les eaux que tu utilises pour tes douches. Ça, c'est sur la partie savon. Ça, c'est sur notre partie staff. La récupération d'eau, donc comme je vous disais, étant donné qu'on n'a pas toutes les toitures qui sont équipées de descente encore et de dalles gouttières, on a des systèmes D comme des baignoires de récupération de chantier. On bouche la bonde tout simplement et en une pluie, les baignoires sont pleines. Donc c'est commode. On a quand même pas mal d'orage sur cette période-là
surtout en ce moment et cette année. J'ai rarement vu autant d'eau sur le domaine de Saint-Ary, à Campario. Et donc, l'idée, c'est de se faire des petits points d'eau, comme vous expliquiez tout à l'heure, tout simplement les réflexes de tremper la casquette dans une bassine qui est déjà remplie d'eau ou dans une baignoire. Ça sera toujours plus cool que faire couler de l'eau du robinet. Mais l'utilité quand même principale de ces deux baignoires, c'est donc sur la partie planche, faire tremper de la vaisselle Catering, nettoyer des grandes marmites, voilà. Une fois que l'eau est trop sale, on la vide. Et si on a une pluie qui arrive derrière, on a la chance, elle se remplit. Et sinon, on a le robinet eau courante à côté. Voilà pour la partie planche. Donc, on a fait le tour pas mal sur tout ce qui était la consommation d'eau sur le Bel Air Festival. Je ne vous ai pas parlé de la consommation de boire, tout simplement de l'eau. Je viendrai à ça juste après. Mais l'idée aussi, dès la deuxième édition du Bel Air, à la première, on avait malheureusement utilisé des toilettes chimiques, étant donné qu'on avait, voilà, on était tout jeunes et on ne savait pas trop comment fonctionner sur un événement. Dès la deuxième édition, en 2017, on a créé des toilettes sèches, donc à base de plaques d'OSB, de toiture, de toiture ferraille, et enfin, voilà, beaucoup de bois. Et donc, l'idée automatiquement était d'économiser un maximum d'eau parce qu'on a 16 toilettes qui sont installées entre camping, site et espace bénévole sur le site du festival. Et oui, s'il fallait tirer la chasse à chaque fois, ça ferait une énorme consommation d'eau. Et en plus de ça, techniquement, je pense que je n'aurais pas suffisamment de débit pour alimenter toutes les toilettes. Donc, on a choisi de passer par ce système de toilettes sèches. Souvent, alors les premières années, on travaillait avec des poubelles qui étaient tout simplement en dessous des assises des toilettes. C'était quand même un travail assez drastique. Il fallait une équipe de bénévoles quand même qui avait les tripes bien accrochées, si je puis dire, parce que bon, c'est un travail assez compliqué. Et là, depuis 2 ans, on a cette solution. Alors, depuis 2 ans, surtout pour la partie camping, sur la partie du site festival, les tranchées, donc, comme on voit sur la petite photo avec la mini-pelle, ont été faites depuis un petit peu plus longtemps. Ben, l'idée, en fait, c'est de poser les toilettes sèches sur des tranchées et tout simplement, ça évite les vidanges et donc ça évite plus de ressources humaines bénévoles pour gérer nos toilettes sèches. Et voilà, tout le monde est bien plus content comme ça. On utilise moins d'eau, on a besoin de moins de bénévoles et voilà, c'est des toilettes sèches. Donc ça, c'est d'autres parties. C'est à droite, c'est les toilettes sèches qui sont au coin staff, qui sont encore sur une petite cuve et qui est donc il y a moins de fréquentation. Elle peut être vidée directement avec le fumier des chevaux. Il y a aussi des bêtes sur le site du festival. Et les autres, c'est tout simplement des toilettes qu'on est en train de rénover et qu'on met à disposition ou qu'on loue avec d'autres structures, notamment avec Agitater. On va se faire un prêt de toilettes et eux, ils nous rendront un service sur notre festival aussi. Et on propose aussi des prestations de toilettes sèches. On en a une en fin juillet avec une association Open Spot Event sur un open air parce que la plupart des sites, sur Toulouse du moins en open air, ne sont pas équipés de toilettes publiques. Et donc, les toilettes sèches sont quand même bien recherchées dans le milieu associatif d'événements en open air du moins. Voilà. Je finirai juste par vous parler un petit peu de nos consommations d'eau. Alors, on ne propose pas de bouteilles d'eau dans nos 3 buvettes qui sont sur le Bel Air Festival. Pas de bouteilles d'eau plastique, pardon. Si. On propose en vente des bouteilles d'eau de l'eau neuve, donc qui viennent d'Ariège. Ce sont dans un carton recyclé. Et à côté de ça, on a un bar à eau aussi qui est mis en place sur le site et qui récupère les consignes. Alors, en fait, l'idée, c'est que ça dégorge nos bars pour que les gens ne fassent pas la queue pour faire un retour de consignes. Ils vont directement à un bar à eau pour récupérer leurs consignes. Et en plus de ça, on peut leur proposer un verre d'eau gratuitement ou même 15 verres d'eau s'ils veulent. Ça favorise du coup l'utilisation d'eau du robinet et non pas d'eau en plastique, donc moins de plastique. Et en plus, ça hydrate notre public qui en a de temps en temps besoin. Voilà pour ce qui est de ma petite présentation. Je pense que j'ai sauté quelques petites parties. Je suis allé peut-être un peu vite. Si vous avez des questions, si on a le temps, je ne sais pas, Marion, je suis tout oui. Oui, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Je vois que Franck a une question. Vas-y, on t'écoute.
Ouais, bonjour Alex. J'ai Bonjour, une Franck. petite question. Les toilettes sèches sur votre festival, j'imagine que le compostage, vous le faites sur place. Et par contre, en tant que prestataire, comment vous gérez la collecte et il y a le compostage aussi? Eh ben, alors sur place, non, ça reste dans les tranchées. Et au bout de à peu près il faut 2 festivals, voire 3, pour que ça ne se décompose pas suffisamment et que les copeaux de bois ne deviennent pas organiques. Donc là, on extrait tout simplement les copeaux de bois. Et par contre, sur les prestations en ville, typiquement à Toulouse, que ce soit pour nous ou pour d'autres prestats, ben, on récupère les poubelles et je les amène sur le site et je les mets sur un compost directement sur le site avec le fumier des chevaux. Et voilà, on recouvre de paille et ça devient un fumier. Ok. On a aussi une question dans Merci. le Avec chat. plaisir. Véronique qui demande s'il est possible de partager le plan des douches. Est-ce que tu accepterais, Alex, de le partager Oui, bien ouais. sûr. Après, c'est un échafaudage de type Ulma et tout le monde n'a pas le droit de monter ça, si je puis dire, si tu accueilles des personnes dessous. Il faut avoir une petite formation. Formation R408, ça s'appelle. Donc, moi, je peux lui donner avec grand plaisir, mais je ne suis pas responsable de son montage, si elle le fait. Je l'enverrai peut-être sur la conversation. Ou Marion, je ne sais pas si toi, je t'avais la photo. Oui, très bien. Ou alors tu me l'enverras après, comme ce qui est le plus simple pour toi. Ok, je t'enverrai ça par mail et tu feras suivre alors. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Ok, je vous propose pour continuer un peu les échanges et que vous puissiez aussi partager vos pratiques entre vous, vos bonnes pratiques, qu'on se retrouve sur Mural. Voilà, je vous envoie un lien dans le chat. Donc, on se retrouve sur Mural pour parler des usages de l'eau, comment faire preuve de plus de sobriété, réduire la consommation, éviter le gaspillage et trouver des alternatives à l'utilisation d'eau courante. C'est aussi un endroit pour vous pour poser vos problématiques, les freins à une meilleure gestion de l'eau sur votre événement et vos conseils, vos partages d'expérience. Donc, Mural, c'est un outil collaboratif que vous connaissez peut-être pas tous. Donc, je vous propose qu'on se retrouve sur la partie en haut à gauche du Mural. Avec la molette de votre souris, vous pouvez agrandir l'écran à l'infini et vous rapprocher. Je vous ai indiqué avec une image donc, les fonctionnalités prioritaires, donc, en gros, comment ça fonctionne. Et pour se faire un peu la main rapidement, je vous propose de faire un double clic pour créer un post-it et mettre votre nom, le nom de votre structure, et le relier à l'aide d'une flèche. Donc, vous faites un clic long sur un petit rond qui s'affiche sur le post-it et vous glissez jusqu'à l'endroit où vous êtes en France, sur la carte qui est juste en dessous. Voilà, je vous ai mis un exemple en bas avec Marion, Béatrice d'Élémentaire à Toulouse. N'hésitez pas si vous avez des difficultés ou des questions. Peut-être juste, Marion, on peut se dire combien de temps on a pour cette partie sur Mural avant qu'on donne la parole à David aussi. Alors, on a environ un quart d'heure sur cette partie-là. Ça dépend des échanges. Si vous avez vraiment besoin, envie de parler, de vous exprimer, on va essayer de ne pas trop vous couper. Mais on a compté à peu près un quart d'heure. Désolé Marion, tu peux réexpliquer le truc là pour mettre le nom sur l'écran, hein, j'ai pas capté. Oui, alors vous faites un double clic. Double clic. Sur quoi? Double clic gauche n'importe où. Ah, Là où tu n'importe où. veux faire ton post-it, tu fais un double clic gauche. Ok. Voilà, là, tu as un post-it qui apparaît. Non, j'ai rien. Après, je suis sur Mac, alors je sais pas si c'est différent, mais Moi non plus, j'ai rien, Franck. ok. Ok. Désolé. Alors, c'est étonnant. J'avais réussi tout à l'heure, mais Ouais. Ah oui, alors.
vous partage un autre lien, mais peut-être qu'il va vous demander de vous connecter à Mural. Alors, En fait, on voit sur nos petites images qu'on ne peut pas éditer. Est-ce que En tu peux fait, il pas nous demande, donner ouais, il les demande, droits d'édition? il demande en fait de se connecter avec sur ton nouveau lien, se connecter avec un mot de passe, son adresse mail. Donc, Et moi, j'ai juste mis mon mail et je t'ai envoyé. Du coup, ils m'ont proposé d'envoyer une demande, mais quand on fait Et on édite. en fait, en tant que visiteur, normalement, vous pouvez éditer, c'est ça qui m'étonne. Oui, moi aussi, je l'ai déjà fait, mais est-ce que tu as reçu une demande de ma part, par exemple, pour éditer? Oui, oui, j'ai reçu. Ok. Je peux les valider une par une comme ça, mais ça me paraît peut-être un peu long. Oui, moi aussi, mais même une fois comme ça, je ne peux pas cliquer de... Oui, alors, Sinon, on peut le faire à l'oral et puis toi, tu complètes. ça peut être ça. Là, je vois vos demandes arriver pour vos demandes pour éditer. Donc, pendant que tu essaies de gérer ça, je peux peut-être présenter le tableau tel qu'il a été conçu. On a essayé d'identifier, on se dit que c'est important déjà d'identifier les différents usages de l'eau qu'on a sur un festival. Donc, on en a identifié certains là pendant les différentes présentations. Donc, pour l'instant, on a identifié quatre différentes zones un peu. La zone bar et cuisine, alors c'est plusieurs zones différentes, mais se dire, bah, il y a les différents bars, il y a la partie catering, la partie cuisine, il y a la partie sanitaire, donc plutôt toilettes et douches, la partie aménagement et entretien du site. Là, ça va être tout ce qui va être pour le nettoyage, pour voilà, enfin l'eau qui va être peut-être aussi utilisée des fois pour réduire la poussière du site. Donc, on va arroser le sol pour réduire la poussière, voilà. Et ensuite, bien sûr, la distribution d'eau potable aux équipes et aux festivaliers. Ce qu'on a commencé à faire, c'est de lister vraiment les usages. Et comme souvent, comme quand on travaille sur les déchets, la première chose à faire, c'est vraiment de lister les différents déchets dans les différentes zones du festival. Là aussi, ça va être de lister les différents usages. Et ensuite, dans la colonne d'à côté, on a mis comment réduire la consommation. Donc, comment faire en sorte d'utiliser moins d'eau. Et dans la dernière colonne, c'est comment éviter le gaspillage. Donc, par exemple, je le disais, on va pousser une fois sur le bouton poussoir pour, on a besoin de 30 centilitres d'eau et en fait, il y a 5 litres qui va s'écouler. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'éviter ce gaspillage? Ce qu'on a identifié dans la partie bar et buvette, c'est la partie la plonge. L'eau qu'on va devoir mettre aussi dans les tireuses à bière. Donc ça, on compte sur vous parce que vous êtes plus technique que nous là-dessus. Et le nettoyage des surfaces et des sols, notamment dans la partie catering. Ce qu'on a mis, par exemple, là-dessus pour réduire la consommation, ça va être d'utiliser un lave-vaisselle professionnel plutôt que de faire la vaisselle à la main parce qu'on sait qu'un lave-vaisselle utilise moins d'eau que de la vaisselle à la main. Voire même, ainsi possible, un lave-vaisselle professionnel qui va utiliser 2 à 3 litres d'eau par cycle, voilà, par cycle et donc par panier de vaisselle qu'on y passe,
comparé à un lave-vaisselle classique qu'on peut avoir dans nos cuisines qui utilise entre 10 et 20 litres d'eau par cycle. Même, du coup, il y a 2 étages dans un lave-vaisselle classique, mais au final, ça fait quand même une consommation bien plus importante. Donc, les questions qu'on a envie de se poser ensemble, c'est comment faire pour réduire ça, comment éviter le gaspillage. Est-ce que, par exemple, dans les tireuses à bière, on pourrait mettre de l'eau de pluie qu'on a récupérée, en sachant qu'il y a moins d'enjeux au niveau de la santé et de l'hygiène, parce que ce n'est pas de l'eau qu'on va utiliser pour la consommation directe. Ensuite, au niveau des toilettes, donc on a mis toilettes, les chasses d'eau, le nettoyage aussi des toilettes. Et puis, oulala, j'ai le truc qui part en même temps, et les douches. Donc là, les façons de pouvoir le réduire, ça va être mettre en place des minuteurs sur les douches, un peu comme on peut voir dans les campings. On a un temps limité sur les douches. Donc, on le disait avec Alex, le fait d'avoir une pression peu importante aussi, c'est vrai que ça limite quand même dans les fêtes. C'est peut-être moins confortable, mais ça limite aussi la consommation d'eau. Avoir des horaires d'accès aux douches aussi pour éviter un usage de l'eau, que tout le monde tire de l'eau en même temps, quoi. Et sur la partie aménagement et entretien du site, ce qu'on disait aussi quand Alex parlait de récupérer de l'eau de pluie avec les questions d'hygiène, si on doit absolument arroser le sol parce que c'est très poussiéreux, pour le coup, on va pouvoir le faire avec de l'eau de pluie, de l'eau récupérée, même si c'est un peu plus que 10 jours avant. Là, il y aura moins de soucis. Je vois que du coup, vous êtes plusieurs à avoir réussi à accéder au mural. Je propose que ceux qui ont réussi à accéder continuent à contribuer comme vous êtes en train de le faire. Et ceux qui n'ont pas réussi à accéder, vous pouvez vous exprimer à l'oral ou dans le chat et on complétera en fonction. Voilà. Voilà. Et du coup, peut-être, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça, de nous dire ce que vous ajoutez, ce que vous avez déjà mis en pratique? J'ai vu qu'il y avait Zébulon Régie aussi parmi les participants. Peut-être que comme vous mettez en place vraiment la régie générale sur certains événements, est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques à partager? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour pouvoir Oui, parler. bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, super. Vous avez cité la plupart des bonnes pratiques qui sont en vigueur, j'ai envie de dire, un peu partout. Une grosse vigilance va être aussi, vous l'avez cité d'intervention, sur les fuites, qui vont être en fait une des plus grosses problématiques et qui peuvent arriver quasiment sur tous les événements, quoi. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour éviter les fuites ou pour pouvoir les gérer? Éviter les fuites, ça va être, quand c'est nous qui installons le matériel, c'est de le vérifier plusieurs fois au moment de l'installation. On fait l'installation, c'est vraiment un jeu de Lego, et puis en fait, on lance une fois l'eau, OK, on lance une deuxième fois l'eau pour essayer de checker, puis de vérifier régulièrement. Puis après, c'est le matériel en lui-même, hein, c'est aussi utiliser du matériel qui on va dire, d'actualité, si je peux dire, comme ça, qui est pas défectueux, en fait, qui de base permettra de pas avoir de fuite, tout simplement. Après voilà, on peut intervenir, que lorsque c'est sur, une installation que nous, on aura faite, pas, si c'est une installation, de la ville, par exemple. Eh oui. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a, par exemple, mis dans la case distribution d'eau potable aux équipes et festivaliers, comment éviter le gaspillage. Ne pas proposer l'eau en libre service, mais uniquement au bar, nécessite du personnel. Est-ce que la personne qui a contribué voudrait bien en dire un peu plus? Alors, c'est moi, mais je ne sais plus qui l'a fait parce qu'il me semble qu'on en avait parlé lors d'un webinaire à Steeple Plastique. Qu'il y avait en effet un des festivals qui faisait ça, mais je ne me souviens plus lequel. Franchement, et je trouvais ça intéressant. Mais en effet, ça demande d'avoir du personnel ou au moins, s'il y a des bars, d'avoir une personne qui va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Mais je ne peux pas te dire d'où ça vient, désolé. Ok. Ou de créer des espaces où on distribue de l'eau, où on contrôle la distribution d'eau, tout simplement, comme on disait avec
le bar au Pôle Bel Air. Mm. Et je vous rajouterai un petit truc. On a aussi une petite pratique au niveau, par contre, voilà, il y a un robinet au niveau des sanitaires festival, donc qui est libre accès, et il y a de l'eau qui se perd automatiquement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on dévie l'eau, plutôt qu'elle tombe par terre ou qu'elle parte directement, on l'a déviée vers les urinoirs. Et ça permet de rincer en fait les urinoirs avec l'eau qui est perdue des robinets. Donc voilà, c'est un petit plus. Et comme ça, derrière, on n'a pas utilisé de l'eau pour apporter de l'eau supplémentaire pour rincer les urinoirs. Ok, merci Alex, je le rajoute au tableau. Ok, est-ce que vous voulez partager des choses que vous avez mis en place qui fonctionnent ou alors que vous avez essayé de mettre en place et qui ne fonctionnent pas? Pas de cuisson à base d'eau, par exemple? C'est intéressant. Je crois que c'est toi, Marion, qui l'a rajouté. Alors, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas fait, Ok. mais ça me paraît un peu la logique d'éviter de cuire des pâtes ou du riz, par exemple. Chose qui se fait quand même plutôt souvent, à part quelques food trucks un peu spécialisés qui vont avoir cette thématique. C'est relativement rare quand même de voir ça sur des festivals. Après, ça peut être éventuellement au catering, on va le voir. Moi, j'avais une question un petit peu à tout le monde, à tous les organisateurs. Moi, je suis allée à un festival là, récemment avec ma gourde déjà remplie, avec ma belle eau ramenée de chez moi. Et on m'a demandé de vider, alors bien sûr, personne n'a vérifié que je n'avais pas vidé, de vider ma bouteille d'eau, donc de gâcher de l'eau. Donc, je voulais savoir comment ça se passait chez les uns et chez les autres, comment vous traitiez ça. Alors, c'est le service sécurité, apparemment pas le festival qui avait décidé ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très choquant. Bon, bien sûr, je ne suis pas allée vider mon eau. J'ai dit oui, oui, je vais le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'étais très mauvais élève, mais voilà, c'était une question à poser. Je me permets de prendre la parole pour Paloma. Quand on avait le festival This is Not a Love Song, nous, les consignes étaient données de laisser les gens rentrer avec à boire et à manger s'ils le désiraient. Et en fait, normalement, c'est à l'organisateur de faire le brief à sa sécurité pour savoir s'il a le droit de rentrer ou non avec tel ou tel produit. Et c'est en aucun cas, normalement, si le brief de sécurité est bien fait par les régisseurs, à la Sécu de prendre cette initiative-là. Donc, si les organisateurs ont décidé que pour éviter que les gens rentrent avec de l'alcool sur le site ou par précaution dans ce sens-là pour qu'ils consomment plus au bar, il faut faire ça. Normalement, c'est la sécurité qui applique ce que leur a demandé les organisateurs. Mais normalement, c'est plutôt dans ce sens-là que ça devrait se passer. Pour rebondir juste, je me permets, je comprends le problème que Véronique parle, où en effet, nous aussi, on a déjà eu cette problématique. Et donc, nous, on autorisait à faire rentrer l'eau. Mais comme retour avec la sécurité, on a le problème que nous, on interdit que les gens rentrent avec de l'alcool et de la nourriture, étant donné que c'est notre deuxième source d'entrée d'argent du festival, qui est la buvette et la nourriture, du coup. Et en fait, les vigiles ne peuvent pas goûter toutes les gourdes pour savoir si c'est de l'eau ou si c'est de l'alcool. Et du coup, ils ont tendance à proposer cette politique de zéro liquide, eau ou pas. Et de toute façon, il y a des points d'eau dans le site. Et donc, ils disent aux festivaliers, festivalières qu'ils pourront remplir leurs gourdes.
Mais en effet, il y a enfin, ça arrive assez souvent que les sécurités vident l'entièreté de la gourde pour être sûr qu'ils ne font pas rentrer de l'alcool dedans. Alors, peut-être à réfléchir à mettre un bac en entrée de festival où, quand on est sûr que c'est de l'eau, on le vide dans le bac et ça fait un point d'eau pour se rincer ou quelque chose, se laver les mains en entrée de festival, quoi. Ok, je vois qu'il y a eu pas mal de contributions. Par exemple, des carafes dans les loges à vider dans les plantes. Donc, on peut imaginer la même chose si jamais le service de sécurité doit récupérer l'eau à l'entrée, que les bouteilles soient vidées avant d'entrer dans le festival. On peut imaginer que cette eau puisse être récupérée. C'est dommage puisque c'est de l'eau potable, mais voilà, une réutilisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Ok. Sinon, oui, vas-y, Ouais, non, Nicolas. c'est juste rapidement, je me pose la question parce que j'ai entendu ça, enfin, j'ai lu ou entendu, je sais plus, sur notamment les urines. Qu'il y a qu'il y a plein d'entreprises maintenant qui commencent à valoriser les urines, que ce soit de leurs employés. Donc, je me dis, les festivaliers, pourquoi pas. Bon, après, il y a certainement un traitement à faire parce que c'est peut-être pas le même type d'urine sur un festival qu'au quotidien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit les effets bénéfiques sur voilà, ce que on disait avec l'exemple d'Alex pour récolter voilà, les déchets organiques des humains. Et on sait les vertus que ça peut avoir aussi sur voilà, les épandages à côté ou en tout cas sur l'industrie agroalimentaire. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses comme ça, même si ce n'est pas directement lié à l'usage sur le festival de l'eau, mais est-ce que ce n'est pas un moyen détourné de pouvoir éviter, d'éviter des traitements superflus ou d'aider à apporter une réponse agricole locale par ce biais-là? C'est vraiment une question candide. Moi, j'ai peut-être un début de réponse parce que cette question m'avait interpellé. En fait, ça se fait avec les festivaliers. Il y a une entreprise à La Réole qui recycle 1 litre d'urine d'humain donne 1 litre d'engrais. Donc, c'est vraiment fait auprès aussi des écoles. Voilà. La question m'avait interpellé aussi, mais je suis allé chercher. Alors, je n'ai pas le lien là sous les yeux, mais effectivement, ça se fait. Bah, parce que je me dis qu'effectivement, ça reste de la gestion de l'eau au final par capillarité, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Oui, il y a David, est-ce que tu veux prendre la parole pour parler de cette question de l'impact sur la biodiversité par les urines? Ouais, je suis pas non plus un spécialiste du sujet, mais ce qui a l'air de remonter, c'est l'enjeu au niveau de la pollution de l'urine des festivaliers. Il y en a un, notamment du fait qu'il y a des consommations de substances illicites, souvent. Mais ce qu'il faut qu'on se dise et ce qu'on commence à constater, c'est qu'en fait, en termes de pollution de l'eau, on a du coup des urines des festivaliers qui ne sont pas beaucoup plus polluées ou toxiques que les urines d'élevage intensif, où il y a une énorme consommation d'antibiotiques, de produits pas très sains pour les sols et la biodiversité. Donc le comparatif, il est plutôt, si on compare avec une bonne gestion agricole et des élevages bio en extensif, là, l'urine festivalière, effectivement, ça va être un peu la cata, mais versus l'élevage intensif, franchement, il y a match. Donc, c'est aussi peut-être venir, voilà, c'est pour pondérer le côté l'urine des festivaliers serait hyper toxique. Ça reste à vérifier versus les urines d'élevage intensif. C'était mon point du jour. Et Véronique qui demande comment empêcher les festivaliers d'aller faire pipi dans la nature et donc polluer avec les substances avalées. C'est une très bonne question. D'ailleurs, le Boom Festival, ils incitent à ne pas aller faire pipi dans le lac. Donc, ça passe par de la sensibilisation. Après, est-ce qu'il y a d'autres moyens de les empêcher? Je ne suis pas sûre.
Ouais, c'est peut-être aussi juste redire, il y a une sensibilisation à faire parce que dans l'imaginaire, on nourrit la nature, on lui donne de l'azote. En fait, ça marche pas vraiment comme ça, hein. L'urine, ça marche bien en engrais, mais ça doit se traiter pour que ça devienne de l'engrais, ça doit se diluer. Donc, c'est pas, voilà. En fait, c'est un problème du coup, l'urine sauvage, qu'il y ait une urine qui soit polluée ou non. L'excès d'urine sur un site, ça va brûler un sol, ça va l'acidifier énormément, donc, et ça va générer des excès d'azote. Donc en fait, c'est comment aussi on déconstruit l'imaginaire que aller uriner dans la nature, c'est forcément sain et naturel. Ben non, si on est sur 30 000 festivaliers, je pensais au Technival par exemple, 30 000 festivaliers dans la nature, là ça pose des questions en termes de distorsion des sols et des écosystèmes. Donc voilà, c'est du contrôle de flux, hein. C'est veiller à ce que les festivaliers puissent aller uriner dans des endroits où on contrôle le flux d'urine. Je sais qu'on citait le Cabaret Vert, ça a été un des chantiers pour le Cabaret Vert, qui a sur son site pas mal de biodiversité, y compris des castors. Et donc, il y a un enjeu de contrôle de l'urine des festivaliers avec une habitude des festivaliers qui était oui, on peut pisser partout parce que ce n'est pas un problème, c'est naturel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a une sensibilisation à faire auprès des festivaliers. C'est peut-être aussi la question du nombre de toilettes qui sont installées, parce que même en tant que femme, maintenant, nous voyons se développer des pistes debout. Et donc, ils nous incitent à aller faire pipi dans la nature, comme les hommes. Donc, il faut savoir que pour toutes les femmes qui ont l'habitude d'aller dans des festivals ou dans les lieux, on prend un tout petit peu plus de temps que les hommes, donc les queues sont très très longues. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire des toilettes mixtes ou ce genre de choses-là? Mais c'est vrai que c'est aussi un problème d'accès aux toilettes. Et que en plus de ça, peut être dangereux pour notre santé de ne pas aller aux toilettes. Donc, ça veut dire aussi des investissements dans des toilettes, qu'elles soient sèches ou pas, mais voilà. Pour abonder dans ton sens, Véronique, donc il y a le nombre de toilettes, c'est de plus en plus d'urinoirs féminins qui existent maintenant, très simple d'utilisation, qui permettent de réduire notamment la queue. Mais c'est aussi le nombre de toilettes alors sur site, c'est une chose, notamment au camping. On se retrouve très souvent avec des toilettes qui sont très loin, qu'il n'y en a pas partout. Alors c'est une logistique et c'est des besoins humains plus conséquents. Mais concrètement, quand tu es sur le dernier camping, tu n'as pas de toilette, tu vas pas faire 20 minutes de marche pour aller aux toilettes dans des toilettes. Donc, je pense qu'il y a un besoin d'avoir plus de dispositifs sur l'ensemble, notamment des campings. Ok, je vous propose de clore cette petite parenthèse sur les urines et de laisser la parole à David pour son intervention. Sans transition aucune. Aucune. C'est ça. Moi, ce que je voulais vous proposer en partie, c'est d'essayer de réfléchir ensemble et de regarder ensemble en zoom arrière. Un peu comme on l'a fait sur les enjeux climat, on peut regarder les éco-gestes, les choses qu'on peut faire en toute urgence, mais il faut quand même qu'on ait une vision un peu globale de qu'est-ce qui peut se passer pour nos événements en termes de développement. Donc, c'est la courte séquence que je vous propose là en 5-6 diapos pour prendre un petit pas de côté. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Vous devez voir mon écran et le bordel qu'il y a sur mon bureau. Et là, vous devez voir, voilà, en diapo. Vous me confirmez que vous voyez bien le diaporama? Oui, c'est tout. Ouais, super. Donc voilà, le constat qu'on fait, c'est un peu comme sur le carbone, c'est qu'on aurait sans doute besoin d'arriver à mieux mesurer l'impact de nos activités sur la question de l'eau pour pouvoir à la fois mieux agir aux endroits où on est plus efficace, et puis aussi peut-être être capable de raconter des choses dans les discussions qu'on va avoir, y compris avec les préfectures, dans ce contexte de conflit d'usage autour de l'eau, c'est qu'est-ce qu'on a raconté autour de l'organisation des événements. Le constat qu'on a fait ensemble, c'est quand même, globalement, on n'a pas cette habitude de mesurer nos consommations d'eau. Petit détour et petit rappel, le litre, ça ne vient pas de nulle part. Par convention, un volume d'1 litre, c'est ce qu'on met dans un cube d'un décimètre, dans un décimètre cube. C'est une convention, hein, c'est comme ça qu'on l'a inventé. C'est pour ça que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Donc, vous pouvez facilement naviguer quand vous entendez mètre cube, litre et tout ça, entre ces deux unités de mesure. Du coup, quand je reprends la consommation moyenne d'un Français avec 54 mètres cubes d'eau par an,
en consommation directe, ça retombe sur les chiffres que vous donnez Marion. Marion disait 150 litres par jour, je crois. Faites le calcul, 150 fois 365, vous allez tomber sur à peu près 54 000 litres, un truc comme ça. Toujours pour donner des ordres de grandeur, une piscine standard individuelle, ça va contenir à peu près 50 mètres cubes d'eau. Alors, vous n'allez pas la remplir chaque année, mais on considère qu'il y a un tiers de l'eau qui va s'évaporer. Il y a un besoin d'un remplissage autour du tiers. C'est pour ça qu'on dit qu'une piscine consomme à peu près 15 mètres cubes d'eau par an. C'est les chiffres que vous allez pouvoir trouver à peu près. Toujours pour avoir des ordres de grandeur, dans les consommations un peu plus communes, mutualisées et indirectes, un stade de foot, ça va être à peu près 3000 mètres cubes d'eau par an. Et un golf 18 trous, l'entretien uniquement des greens, donc la partie essentielle à maintenir, c'est selon la fédération concernée 40 000 mètres cubes d'eau à peu près par an. C'est pour qu'on commence, comme on l'a fait sur le carbone, à se donner des ordres de grandeur d'impact et qu'on se resitue et qu'on puisse resituer nos activités de façon un peu stratégique. Du coup, moi, on a un peu discuté de quelques ordres de grandeur là. Je voulais vous donner un ordre de grandeur d'un festival qui m'a donné ces chiffres. Alors, je ne le citerai pas, mais peut-être qu'il y en a qui pourront mener l'enquête. C'est un festival de 38 000 personnes sur 3 jours avec un camping en plein été dans un endroit très sec et très chaud et très beau. Et il consomme à peu près donc 900 000 litres d'eau sans avoir mis trop en place de stratégie de gestion d'ailleurs. Donc, on voit qu'on est sur un ordre de grandeur de l'ordre de 900 mètres cubes pour un festival de 38 000 personnes sur 3 jours. 900 mètres cubes. Donc, si vous prenez les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est à peu près 18 piscines standards. On est sur donc une consommation autour de 24 litres par festivalier. Donc, on est assez loin de l'optimisation que propose le Cabaret Vert, puisque le Cabaret Vert, grosse jauge, qui a bien travaillé sur la gestion de l'eau, est plutôt autour de 10 litres par festivalier par jour, y compris en ayant un espace camping. Si on compare avec un golf de 18 trous, vous voyez le référentiel. Ça veut dire que la gestion d'un golf, avec l'eau utilisée pour un golf, on peut organiser 55 festivals de 40 000 personnes. J'aime bien ces petits jeux d'ordre de grandeur parce que ça permet de se resituer aussi dans le débat public et pas toujours être dans la culpabilisation, mais bien d'être dans la responsabilisation. C'est ça qu'on cherche à obtenir. C'est pour ça que je vous pose la question. Et vous, est-ce que vous connaissez vos consommations d'eau? Ça, ce sont des données qui nous intéressent. Donc, si on pouvait récupérer, peut-être ceux qui les connaissent déjà dans la discussion, et puis sinon, à froid, via Marion par mois, les consommations d'eau que vous avez, parce que nous, ça nous permettrait de faire un peu comme on a fait sur le carbone, de commencer à construire une image de, OK, c'est quoi les enjeux en termes de consommation d'eau à l'échelle des festivals? Toujours aussi dans une idée de pouvoir être capable de discuter dans le débat public de ces questions-là. Pas de pierre, pas de palais, pas d'eau, pas d'eau. On est sur une problématique qui, Marion l'a dit, engage des conflits d'usage très, 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 très forts entre agriculture, biodiversité, usage récréatif. Et là, ce qu'il faut qu'on se raconte, c'est que systématiquement, pour l'instant, la victime et la variable d'ajustement, c'est la biodiversité. Donc, même quand on est un petit consommateur d'eau, quand on ne fait pas d'efforts, en bout de ligne, ce qui ramasse, c'est la biodiversité. Parce que c'est ça notre variable d'ajustement pour l'instant, globalement, dans notre société. Donc, racontons-nous aussi cette histoire. C'est un peu comme chaque dixième de degré compte dans le climat. Et bien, en fait, pour l'eau, chaque litre d'eau compte parce qu'en bout de ligne, ceux qui en payent le prix, c'est la biodiversité. Donc, moi, j'analyse un peu comme ça. Une consommation d'eau des festivals pas stratosphérique, malheureusement, elle est souvent au mauvais moment, dans une période où en fait, il n'y en a pas. Donc, typiquement, vous le savez, l'été. Donc, c'est ça le problème, c'est un besoin d'eau à une période qui ne s'y prête pas et souvent dans des endroits qui ne s'y prêtent pas. Donc, on a une question, effectivement, de responsabilité sociale, ce que je disais, et de robustesse des activités. Je mets un petit point d'alerte. La question va revenir sur le caractère essentiel de nos activités en cas de grosse crise de l'eau. Là, je pense que c'est des discussions qu'il va y avoir en coulisses ou moins en coulisses dans les Pyrénées-Orientales sur à quel point c'est important de préserver des festivals quand on est en situation de sécheresse absolue. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc, je pense que, comme le disait Marion, il y aura peut-être des arrêtés d'interdiction d'événements s'il y a vraiment des ruptures d'approvisionnement. Mais tant qu'il y a un peu d'eau, on reste dans une logique qui est celle du conflit d'usage, où on va se demander qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Et là, on a peut-être des choses aussi à construire pour dire, regardez-nous, on travaille bien, on sait gérer notre eau, et puis rappeler à quel point, du coup, nos activités peuvent être essentielles. Je voulais vous faire un rapide focus sur l'Occitanie, Élémentaire étant basé en Occitanie, même si je sais qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a un plan eau en Occitanie qui est déployé par la région. Je vous invite à aller voir le lien que je vous ai proposé parce qu'il y a pas mal de ressources sur des séminaires qui permettent d'analyser où on en est, quelle est la situation hydrique de la région. Donc, si ça vous intéresse de creuser le sujet, vous allez trouver de la ressource. Ce qu'il faut qu'on se raconte à l'échelle de l'Occitanie,
c'est qu'on a un déficit structurel. Ça veut dire que de manière automatique, tous les ans, il nous manque 200 millions de mètres cubes sur des années normales, c'est-à-dire pas du tout en période de sécheresse. Tous les ans, on consomme en trop 200 millions de mètres cubes par rapport à ce que notre écosystème est capable de fournir et générer. Donc, c'est un déficit structurel, ça veut dire qu'on a un besoin de réduire nos consommations d'eau à l'échelle de la région Occitanie, même quand on n'est pas en période de sécheresse. Et évidemment, quand on est en période de sécheresse, c'est encore pire, les besoins sont encore plus tendus. Je vous ai mis aussi, puisque je parlais de la région, un petit rappel, c'est qu'en ce moment, la région a relancé un appel à projets participatifs sur les enjeux climat et biodiversité. Et pour moi, quand on est un festival et quand on a une communauté de spectateurs, on est une typologie de structure adaptée à aller chercher des financements sur ces budgets participatifs parce que vous avez des beaux projets et surtout, vous avez une communauté derrière qui peut venir soutenir vos beaux projets. Donc là, il y a peut-être un endroit, puisque la question des financements peut se poser pour aller chercher à la fois du projet et du financement. Je voulais vous dire un mot sur l'évolution du risque sécheresse, peut-être pour enlever des idées reçues. Il faut qu'on se dise, vous le voyez là sur la carte à droite, l'endroit où ça va le plus évoluer, c'est-à-dire l'aggravation du risque sécheresse, c'est surtout sur des endroits où pour l'instant, ce n'est pas très sec. C'est des nouveaux territoires qui vont être, où il va y avoir une très forte aggravation du risque sécheresse. Ce qui se passe chez nous, ou sur les territoires déjà secs, c'est qu'on est déjà à ras des pâquerettes en termes de stock et en termes de flux, donc forcément, la petite augmentation du risque sécheresse, elle se voit très très fort. Donc en fait, ayons en tête ce distinguo-là entre une évolution du risque sécheresse globale qui concerne plutôt les territoires qui n'ont pas l'habitude, vont devoir se réajuster, et puis les territoires déjà très secs où il n'y a pas un risque, une aggravation très forte, mais forcément ça se voit puisque c'est déjà des territoires en tension. Confondons pas les stocks et les flux. On peut avoir par moment des stocks en bon état et puis des problèmes de flux. Du coup, on va pouvoir taper dans nos stocks. C'est ce qu'on faisait d'habitude, hein, l'été. On allait taper dans nos nappes et dans nos stocks parce qu'on avait un problème l'été d'humidité des sols. Là, il se trouve qu'on commence à avoir des problèmes de stockage qui sont liés voilà, aux problématiques de sécheresse qu'on signalait. Forcément, moins on a de stock, moins on peut gérer les problématiques de flux. Ça permet quand même de s'enlever une idée reçue qui est que globalement, notamment à l'échelle du territoire Occitanie, en tout cas à l'horizon du milieu du siècle, on n'a pas forcément beaucoup moins d'eau qui tombe. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai à la fin du siècle selon les scénarios de réchauffement, mais au milieu du siècle, on n'a pas forcément moins d'eau qui tombe. Par contre, elle ne tombe plus de la même façon. Elle tombe plus fort, plus vite, sur une période plus resserrée. Donc, il y a un enjeu de gestion, captation de l'eau. C'est pour ça que le concept de mini-bassine que nous a présenté le Festival Bel Air n'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que du coup, on capte à un moment l'eau où on en a beaucoup pour pouvoir l'utiliser à un moment où on en a moins. Mais ça marche évidemment quand on est dans une logique de mini-bassine et quand on est dans une logique de captation de l'eau de pluie et pas dans une logique, comme sont les méga-bassines, de captation de l'eau des nappes, où là, c'est un peu les shadocks. Enjeu de compréhension aussi, le principal problème pour nous à terme dans nos régions, c'est en fait la perte des stocks qui sont liés à la neige et aux glaciers. On a des prévisions jusqu'à moins 40% de débit pour le Rhône à cause de ça, non pas tant que le cycle de l'eau, non pas tant qu'il y a moins de pluie qui tombe, mais qu'en fait, il y a moins de pluie qui se stocke sous forme de neige ou sous forme de glacier. Et du coup, c'est ça qui génère globalement un débit constant, moins fort pour le Rhône, qui va nous poser des problématiques d'approvisionnement l'été. Et donc, il y a un effet ciseau, du coup, l'été, entre le manque d'eau et puis la chaleur, l'air plus sec. Et c'est ça qui explique qu'en termes de flux, on va avoir des difficultés. Encore une fois, en termes de stock, on a un volume d'eau sur le territoire qui pourrait rester à peu près constant. En termes de flux, on va avoir un peu plus de mal à le gérer. Donc, ça nous oblige à nous adapter, à changer un peu nos pratiques de stockage, de gestion, d'adaptation à la saison. Notamment pour les personnes qui consomment le plus d'eau, c'est-à-dire les agriculteurs, le modèle agricole qu'il va falloir repenser. Mais du coup, je pense qu'il y a des questions intéressantes à se poser aussi à l'endroit du développement des projets culturels. Quand je dis quel modèle de développement pour les évoluements, je vous propose des hypothèses de travail qui sont pour l'instant pas encore totalement vérifiées parce justement, on manque de données pour les vérifier. Typiquement, comme tous les autres enjeux environnementaux, ça par contre c'est sûr, c'est vérifié, la question de l'eau, elle remet en cause les logiques d'attractivité intensive, pas forcément des logiques d'attractivité dans l'absolu, hein, parce que attirer des gens dans des endroits où il n'y a personne et dans des saisons où il y a de l'eau, ce n'est pas un problème. Mais pour l'instant, on est plutôt en train d'attirer beaucoup de gens dans des endroits où il y a déjà pas mal de monde, dans des périodes où il fait très chaud, dans des moments où on n'a pas d'eau.
Donc, la logique d'attractivité intensive, elle est à questionner. Et la logique de croissance des jauges, comme sur tous les autres indicateurs environnementaux, elle nous pose question. Il y a une limite, on ne sait pas où elle est. Il faudrait arriver à mieux l'évaluer. Il y a une limite en fonction du biotope d'accueil. Même le Boom Festival, qui est un très beau festival qui travaille très fort sur l'eau et qui accueille de mémoire 30 000 ou 40 000 festivaliers, il y a peut-être une question à se poser sur est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop par rapport à la capacité du biotope, qui est une réserve naturelle fragile, et une vraie question difficile à régler de où se situe le seuil à ne pas dépasser pour que ça soit soutenable et durable. C'est pas simple, et peut-être que déjà à 30 000, le boom, en gérant bien, ça fonctionne, en tout cas sur la partie de l'eau. Sur la partie du carbone, ça pose d'autres questions. Mais voilà, c'est des belles questions à se poser sur la question de la jauge. L'hypothèse de travail que je vous propose, c'est attirer un public local ne modifie pas la demande locale en eau. Alors en pastis, oui, je vous l'ai mis pour la blague. Pourquoi? Parce que si le festival travaille bien, ça peut être au contraire un levier de réduction ponctuelle de la consommation, justement parce qu'on est dans des logiques de douche raisonnée, toilette sèche, là où chez soi, on va être un peu plus en mode open bar. Donc ça, c'est un truc intéressant aussi pour venir peut-être déconstruire « Ah, le festival est un problème ». Ouais, peut-être pas à tous les endroits. En tout cas, encore une fois, mettons de l'intelligence et de la complexité dans nos raisonnements. Ce qui est certain, c'est qu'attirer un public lointain, là oui, ça va augmenter une pression sur la demande locale en eau et en pastis aussi. Du coup, la question, elle se pose encore une fois dans cet arbitrage sur à quel point on génère de l'attractivité et dans cette discussion sur le modèle de développement de nos festivals et qu'est-ce qu'on essaye d'en faire. Et les marges de manœuvre qu'on a pour continuer à faire un peu d'attractivité et puis, pourquoi pas, s'appuyer sur des événements et sur le tissu local. Relation linéaire entre le nombre de festivaliers et les consommations d'eau, moi, j'en suis à peu près persuadé. C'est ce que je vois sur les peu de chiffres que j'ai. J'aimerais bien quand même le vérifier. C'est une hypothèse de travail que je vous propose. Ça pose encore une fois vraiment une question de taille limite. Et moi, sur l'analyse que j'ai fait du Hellfest, sans avoir toutes les données, on était clairement au-dessus de la limite capacitaire du biotope. Et ça se voit sur la capacité à stocker de l'eau pour gérer de l'incendie. Voilà. Pour moi, la venue de 240 000 personnes dans la Loire-Atlantique d'un coup, sur 3 jours, enfin sur 2 week-ends, générait une tension sur la demande en eau qui n'était pas forcément supportable. Voilà, ça mérite d'être vérifié par des chiffres et par des hypothèses un peu plus solides qu'à vista d'Enas. Mais c'est vraiment un élément de réflexion qu'il faut qu'on ait ensemble. Donc, il y a sans doute un enjeu à développer aussi pour cette raison-là des événements qui sont adaptés à leur territoire, qui réfléchissent aux capacités d'accueil de leur biotope. Et du coup, la question de la période, parce que selon la période, on peut plus facilement accueillir des gens. Encore une fois, sans doute qu'accueillir 150 000 personnes à Clisson en novembre, ça poserait, ou en février-mars, ça ne poserait pas tout à fait les mêmes questions en termes de gestion de l'eau. Alors, c'est peut-être pas tout à fait aussi sympa aussi. Mais voilà, c'est vraiment des belles questions à se poser sur le modèle de développement de nos événements. À quelle politique publique s'attendre? Marion l'avait dit, je vais essayer d'aller vite parce que je suis déjà un petit peu en retard. En Nouvelle-Aquitaine, comme il y a une grosse compréhension des enjeux très très forts d'aridification, c'est le mot qu'il faut utiliser, de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a une réflexion, y compris à l'échelle du secteur culturel, pour essayer de mieux gérer l'eau. Alors, ça concerne tous les secteurs, mais le secteur culturel a essayé d'être assez volontariste aussi pour montrer sa bonne foi et puis, encore une fois, montrer son rôle dans la transformation des imaginaires et dans la transition. Et donc là, en négociation, ça n'est pas encore signé, c'est encore en cours de négociation. Donc, je vous le donne pour information et illustration. La région Nouvelle-Aquitaine propose aux manifestations culturelles qui sont subventionnées, donc des formes d'éco-conditions où l'enjeu principal, c'est la mesure, avec une obligation de mesurer la quantité d'eau consommée. Comme on se le disait, tout commence par la mesure, notamment à partir du moment où on devient un événement significatif. Peut-être que ça ne vaut pas le coup de mesurer un événement où on est 50, mais voilà, à partir du moment où on est un événement significatif, la mesure est décisive et va nous aider à y voir plus clair. Obligation d'avoir un plan. Alors, pas forcément de le mettre en œuvre, parce que c'est une chose d'avoir un plan et c'est autre chose de le mettre en œuvre. Parfois, il y a des freins. On l'a dit, on n'est pas propriétaire du lieu, on ne peut pas faire tout, voilà. Mais au moins de penser au sujet. Et puis, l'ambition de poser des seuils à ne pas dépasser à terme, qui vont probablement faire l'objet de négociations, mais qui tournent autour de ce qu'on s'est raconté ensemble. 10 litres, un objectif à terme de 10 litres par jour par festivalier qui permettrait de satisfaire des exigences de sécurité, d'hygiène, de bien-être du festivalier, tout en étant dans une gestion raisonnable de l'eau. J'ai rajouté aussi des petits éléments de type mesure de crise. On en a parlé tout à l'heure avec les brumisateurs ou le recours obligatoire aux toilettes sèches. C'est l'ambition de la région Nouvelle-Aquitaine.
c'est en discussion, ça va poser 1000 questions sur la filière, le retraitement de la matière fécale et des urines, parce que ce n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on organise l'ensemble de la filière amont, la filière aval. Mais il y a cette ambition-là pour vraiment être dans une logique bonne gestion de l'eau. Et ça, c'est vraiment à l'endroit du secteur culturel, puisque c'est le règlement intérieur, manifestation culturelle, qui est en train d'être négocié comme ça. Il nous faut un plan. Alors, les gens qui sont nés comme moi dans les années 80 auront la référence en haut à droite. J'essaie de mettre un peu d'humour dans ma présentation parce que ces sujets-là sont un chouïa anxiogène. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ils le sont un peu. Mais ce qui me semble important, c'est que là, en l'état, on n'est pas sur une crise passagère. On est sur quelque chose qui est une tendance. Donc, on a besoin de nous organiser, nous, à une échelle de chacun de nos structures, mais aussi en collectif, encore une fois, pour commencer à raconter un récit autour de nos consommations et comment on travaille bien, et comment, entre guillemets aussi, dans cette espèce d'arbitrage, dans ces arbitrages qui auront lieu et ces conflits d'usage qui auront lieu, on soit capable de dire, ben voilà, nous, on consomme tant d'eau, et on estime que par rapport à ce qu'on amène à un territoire, ben, du coup, ça se justifie. De façon à permettre aux politiques publiques de ne pas être dans une logique Covid et de vraiment faire des arbitrages intelligents sur cette question de la gestion de l'eau et sur les conflits de l'eau. Et aussi pouvoir raconter des choses assez publiques qui vont sans doute être de plus en plus crispées sur les logiques de gestion de l'eau, notamment quand ils vont voir des sites arrosés pour éviter la poussière. C'est des choses qui vont devenir un peu crispantes. Et puis Véronique le racontait très bien, hein. Le fait de demander aux gens de vider leur bouteille d'eau, ben voilà, c'est des petites choses, mais ça peut créer des crispations auprès des publics. Donc, c'est comment aussi on est capable d'avoir une pensée et d'organiser un récit autour de ça. Et enfin, je voulais terminer quand même en nous rappelant collectivement que là, on a beaucoup parlé de consommation d'eau directe, mais l'essentiel des consommations et de ce qu'on appellera à terme l'empreinte eau d'un festival, pour l'instant, on n'est pas encore équipé pour vraiment travailler sur cette notion d'empreinte eau, mais à terme, je pense qu'on va y arriver. L'empreinte eau d'un festival, ça va être essentiellement des consommations indirectes d'eau. Et à mon avis, intuitivement, d'après les sources que moi j'ai dans le travail que je peux mener d'analyse, on va avoir essentiellement une empreinte eau qui va être liée au modèle alimentaire et ce qu'on donne à manger à nos festivaliers. Et encore une fois, plus on va être sur certaines typologies de produits, notamment certains produits carnés, mais pas que, ben on va être sur des modèles plus gourmands en eau. Et c'est une vraie belle question à se poser sur comment aussi on accompagne, encore une fois, le changement de modèle agricole de nos territoires pour être sur des modèles agricoles qui consomment moins d'eau. Parce qu'au final, si on se dit bien les choses, encore une fois, la culture à cet endroit de la consommation d'eau est plutôt dans un endroit de la transformation symbolique, dans l'exemple et dans la robustesse de ces activités économiques, donc dans un endroit de résilience. L'enjeu, c'est la transformation des pratiques autour de nous. Voilà, j'ai été hyper vite, mais c'était pour vous redonner un espèce de grand angle, un zoom arrière, qui pourrait nous permettre ensuite de nous redemander, OK, comment on se met en route et on travaille sur ce chantier essentiel de l'eau. Merci. Merci David pour ton intervention express. Je pense qu'il va nous falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Est-ce qu'il reste... Ouais, Alex, tu voulais prendre la parole? Non? Ah non, j'étais juste en train d'applaudir, désolé. Non, c'est super bien dit, David. Est-ce que vous voulez poser quelques questions? Je sais qu'on a dépassé un petit peu le temps qu'on s'était donné. Sinon, je vous propose qu'on se laisse là. Si vous voulez pousser un peu plus loin le sujet, je vous incite à faire appel aux agences de l'eau. Par exemple, en Occitanie, il y a l'agence de l'eau Adour-Garonne qui peut vous orienter sur ces sujets, vous guider, ou même faire tenir des stands de sensibilisation sur vos événements. Donc, vous pouvez les contacter. On partagera avec vous du coup le tableau collaboratif et les plans des douches du Bel Air Festival. Et je vous incite à nous envoyer vos consommations d'eau. On manque énormément de données, comme le disait David, donc on est vraiment preneur de vos consommations d'eau pour avoir des ordres de grandeur et réussir à se situer dans le secteur. Et à nous faire part de vos retours d'expérience après cet été, voilà, pour faire le bilan, une fois que vous serez peut-être un peu plus posé, un peu moins dans l'urgence. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Voilà.
Véronique, ouais, tu voulais dire un mot? Ouais, moi, j'avais juste une question un peu pratique. Est-ce que, puisque ce webinaire est enregistré, est-ce que vous pourrez nous partager, ou ce sera partagé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, parce que moi, je pense qu'il y en a plein qui auraient dû venir, et que écouter David et écouter les exemples d'Alex, etc. Il manque quand même pas mal de monde. Nous aussi, on est dans une zone qui est un peu compliquée. Donc, ouais, si on peut partager tous ces éléments et ce webinaire, on le fera vraiment avec plaisir. Possible. Voilà. Oui, merci Véronique. Oui, oui, on partagera l'enregistrement. J'imagine qu'on mettra des liens sur les réseaux sociaux, qu'on mettra sur notre site internet. J'ai eu plusieurs demandes de personnes qui ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui, comme on a prévenu un peu tardivement, ça se comprend. Donc, ce sera partagé. Et je vous ai mis dans le chat mon adresse mail pour envoyer vos mesures de consommation, poser vos questions ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Merci encore, merci Alex, David et à tous pour votre participation. Merci. Et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci.